merci Louis pour cette présentation très éloigieuse. Et on se demande toujours, quelqu'un disait hier, si on parle de nous quand on nous présente. Je pense que le mot est très juste. Merci encore. Alors nous allons y aller, je vais m'installer là et ce sera préférable. J'aime beaucoup gesticuler, alors voilà. Je ne vais pas vous embêter, mon cher Philippe. Oui, c'est fermé. Alors, excusez-moi. Là, vous m'entendez? Parfait. Alors voilà, après cette présentation, j'aurais eu le goût justement de m'arrêter un instant à ce que vous voyez à l'écran, bien sûr, le titre même de cette communication. L'école face au dilemme transmission, construction des connaissances, quelques pistes de réflexion et d'action. Manifestement, quand on parle de dilemme, c'est-à-dire qu'on est parfois placé devant des choix assez douloureux parfois, et parfois très positifs, tout dépend bien sûr de nos postures. Alors, nous allons y aller. J'ai préparé un petit plan pour vous, mais qui n'est pas à l'écran, mais que je donne tout de suite de voix. Un premier point, la notion même de transmission des connaissances sera le premier point que je développerai. Le deuxième point, la construction des connaissances. Ces deux thèmes vont être mis en comparaison dans un troisième point, qui est justement construction et transmission, opposition ou complémentarité. Ce sont les trois grands points de ce petit exposé quand même assez court, puisque nous aurons 3/4 d'heure, 1 heure au maximum. Nous terminerons, et je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter, en replaçant cette problématique dans les grandes tendances en éducation, les tendances actuelles auxquelles mon collègue a fait allusion un peu tout à l'heure, parce que manifestement, il y a toujours ces tendances qui sont là, comment dirais-je, un peu en substratum à ce que nous développons, bien sûr. Alors voilà, nous allons donc procéder, par exemple, de cette façon-ci. Cette opposition-là, elle repose sur, bien sûr, des fondements. C'est le premier point que nous avons d'ailleurs à l'écran. Cette opposition entre transmission et construction des connaissances, c'est un débat qui est ancien d'ailleurs, vous le savez bien, on peut remonter dans le temps, il y a toujours eu ce qui s'appelle une école dite traditionnelle et une école qui se veut nouvelle, qui va apporter des nouvelles choses, de nouvelles façons de procéder. Et puis bien sûr, pour les chercheurs que nous sommes, et que vous êtes bien sûr, je pense que c'est très important de revenir à l'histoire de l'éducation. J'insisterai un peu sur ce point tout à l'heure. Comment peut-on faire de la recherche en sciences d'éducation si on ne connaît pas l'histoire de l'éducation? Ça me paraît assez paradoxal. Hein? Et ça, malheureusement, on est peut-être porté un peu à l'oublier parce que nous sommes pris par le présent. Bon, ça, c'est très évident. Et puis, bien sûr, ce qui arrive, cette opposition entre transmission des connaissances et construction des connaissances, j'ai hâte que nous arrivions, parce que c'était un point nodal très important, eh bien, il y a une polémique derrière tout ça. Et la polémique va très loin. Et d'ailleurs, à cet effet, j'ai réfléchi un petit peu pour vous et avec vous, c'est que, et avec vous surtout, cette opposition elle a conduit à des débats très véhéments au cours des dernières années, notamment les dernières années. Je pense à des titres de livres très, comment dirais-je, impressionnants même. Je pense à Natacha Polony, par exemple, Le pire est de plus en plus sûr. Comme titre, c'est un peu préoccupant, comme avenir sombre. Je pense aux travaux de Delray, notamment, à l'école des compétences, ces fameuses compétences dont nous parlons aussi, bien sûr, pierre d'achoppement de bien des choses, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, bien sûr, l'autre côté, en face de tout ça, l'école dite républicaine en France, mais au fait, l'école traditionnelle, ce qu'on entend sur le plan international, qui, elle, comment dirais-je, veut dépasser ce débat à sa façon, en retenant quand même l'idée de transmission. Là, je pense qu'on a déjà une idée là du point de départ. En définitive, c'est comment dirais-je, un sujet très complexe, parce que quelque part, il y a beaucoup d'émotivité dans ces débats-là, beaucoup aussi d'extrêmes, des gens qui poussent très loin le débat, qui vont grossir le trait. On ne sait plus très bien, par exemple, où est la nuance, parce que est-ce que c'est blanc ou noir? J'en suis pas très sûr. Alors, allons-y avec le premier point. La transmission des connaissances. C'est une définition très difficile à donner. J'ai pris la peine d'indiquer au départ, cette notion-là, transmettre, ça signifie quoi exactement? Alors, si on s'arrête une petite minute, on va se rendre compte que c'est un terme juridique aussi quelque part. On transmet un héritage, on transmet des valeurs aussi sur le plan familial, etc. Et puis bien sûr, quand on parle de l'école, on transmet des connaissances.
Et transmettre des connaissances, est-ce que ça veut dire bourrer la tête de l'élève de notions qu'il ne comprend pas, comme certains le soutiennent, entre autres, qu'on ne pourrait pas parler devant des élèves sans vouloir leur remplir le crâne, c'est un peu gros, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ça fait partie des extrêmes. Ça veut dire aussi faire passer quelque chose, quelques notions à quelqu'un. Excusez-moi, j'ai un chat qui me poursuit. Alors donc, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter 2 secondes là-dessus, justement faire passer des notions à un élève. Et c'est très amusant que l'école rénovée parle de passeur, le rôle de passeur. Vous voyez, on trouve le même mot à la fois chez les traditionnalistes et ceux qui se disent tout à fait dans le courant nouveau, cette notion de passage. Alors, j'ai pris ici une définition en éducation, faire passer d'une génération à l'autre, d'un individu à l'autre, des connaissances, des savoirs. Et on ajoute au cours des dernières années des compétences. Vous savez que l'école rénovée, merci d'être trop gentil, heureusement. Alors, l'école rénovée insiste beaucoup sur le fait, par exemple, qu'il faut permettre à l'élève de construire ses connaissances. Ça veut dire que c'est un autre concept dont on parlait peu avant. Et si on remonte dans le temps, on va se rendre compte que forcément, le choix entre cette posture, transmission des connaissances, on est vraiment dans une ligne beaucoup plus traditionnelle. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui, là. Je joue un peu le professeur. Parce que quand on a des conférences, on est quand même dans le frontal, il faut bien le reconnaître. Hein. Même les gens les plus aguerris au constructivisme se déconstruisent eux-mêmes, si je peux permettre le mot, évidemment. Alors, donc, inévitablement, il y a l'idée aussi dans la transmission d'aider l'élève ou la personne en devenir à construire son avenir. On n'est pas seulement dans le présent, on est aussi dans l'avenir, manifestement. Alors, la définition, je vais vous faire quelques lignes de lecture évidemment, est de Hannah Arendt. Alors, une de celles qui dit que l'éducation est forcément conservatrice jusqu'à un certain point. Alors là aussi, on peut débattre là-dessus, mais l'idée n'est pas si inquiétante, puisque si on veut transmettre des savoirs, des connaissances, il faut quand même jouer un rôle actif aussi, comme intervenant. Ça, c'est un autre point aussi, je pense, sur lequel on devrait s'arrêter assez. Alors, je crois que ce qui est assez intéressant à voir, ça je l'ai mis d'ailleurs en point 2, rapprochement de cette notion avec celle d'école traditionnelle. Il faut dire que c'est un type d'école qui est mis en cause depuis des générations. C'est pas nouveau que l'école traditionnelle est débattue, critiquée. J'ai fait du sport d'ailleurs dans un ouvrage, excusez-moi, ici quelque part, un petit ouvrage que j'ai écrit tout récemment, ça s'appelle justement La guerre des écoles. Ça vous intéresse, je donne des références plus précises, parce qu'il y a véritablement une opposition entre ces deux courants-là, et l'école traditionnelle est mise à mal très souvent par plein de critiques, poussée à l'extrême. Là, c'est un jugement de valeur, on dira, mais quand même, il faut dire que, par exemple, même que je pense certains, pour dire Ferrière, par exemple, dit l'école a été inventée par le diable. Vous vous rendez compte, comme débat, ça commence un peu assez dur. Alors, peut-être était-ce vrai à l'époque, mais ça a bougé quand même, il faut voir. Alors, donc, l'école traditionnelle, qu'est-ce qui la caractérise vraiment? J'ai ramassé quelques petits points. Le premier point. Elle met l'accent sur la transmission des connaissances par le biais de l'enseignement, donc très souvent frontal. Bon. Elle procède à une évaluation graduelle des connaissances. Donc on s'intéresse à savoir si l'élève apprend quelque chose. Troisième point, elle affirme la distance entre ceux qui possèdent des connaissances et ceux qui ne les possèdent pas. On est déjà dans le fractal, pour ainsi dire. Et puis, elle vise la réussite du plus grand nombre d'élèves, tout en reconnaissant que certains n'arriveront pas à réussir sur le plan, entre guillemets, scolaire. Vous voyez déjà, ce sont des choses qu'on sait, j'invente rien en vous disant tout ça, mais c'est ces éléments-là qui sont remis en cause. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout en train de débattre de la valeur de cette... J'expose simplement cette petite synthèse. Et son état actuel, c'est le point 3 qui apparaît à l'écran, impact des innovations. L'école d'aujourd'hui, qu'on appelle traditionnelle, est-elle vraiment traditionnelle? Elle est transversée de toutes parts par plein d'innovations. Je pense de l'Amérique, je parle du Québec tout à l'heure, mais c'est vrai dans plusieurs pays. On fait des travaux de groupe, etc. Les jeunes enseignants sont ouverts, du moins leur présentent des techniques nouvelles, innovatrices. Ils sont plus plaqués devant la classe à réciter une leçon. Voyez-vous? Je crois que les choses ont bougé quelque part. Hein? Il faut bien reconnaître ce point-là. On n'est pas toujours porté à le voir, malheureusement, mais je pense qu'il faut s'y arrêter quelque peu. Donc,
il est difficile de croire, mais là c'est encore une opinion. Vous savez, quand on donne une petite conférence comme ça, on donne son avis. Bon, c'est quand même, vous me pardonnerez de le donner si ça vous gêne, mais quand même, je crois que très souvent, il est difficile de croire qu'il y a une correspondance totale entre la définition classique de l'école traditionnelle et celle d'aujourd'hui. Je serais porté plus à parler d'école actuelle. Non? Et vous savez d'ailleurs que le mot école traditionnelle ne date que des années 20 par là, quand on va chercher l'origine des mots. Alors, c'est quand même assez récent. Face à cette école-là, manifestement, il y a tout un mouvement qui va se mettre en marche. Et d'ailleurs, vous savez bien, et au passage, j'ai le plaisir de vous dire que pour moi, l'école nouvelle n'est pas nouvelle du tout pour moi non plus, pour plusieurs d'entre vous. Il y a longtemps qu'on en parle. Et quand on remonte dans l'histoire, c'est le début des années 20 et tout, puis il y a toujours eu une école nouvelle quelque part à travers le temps. Même si je pense à Montaigne, hein. Déjà, ces idées étaient très, très, comment dirais-je, révoltantes pour certaines personnes de l'époque. On peut continuer comme ça, en faisant un peu d'histoire. Alors, la construction des connaissances. Vaste sujet s'il en est. Combien de gens, et moi je vais très souvent dans les écoles, je suis un chercheur de terrain comme plusieurs d'entre vous, j'entends les enseignants dire « Ah, il ne faut plus transmettre des connaissances, il faut les faire construire ». Sans savoir, malheureusement, ce qu'est le constructivisme qui est à la base de ce courant-là, pas plus que le socio-constructivisme, ce sont des mots assez barbares pour certains d'entre eux, ils ont une petite notion comme ça très vague. Peut-être ce serait pas mal de s'y arrêter. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdite, disait Victor Hugo. Donc je pense que c'est important de voir un peu ce qu'il y a derrière le mot. Alors, justement, transmettre des connaissances, construire des savoirs, c'est une problématique qui est mondiale aussi quelque part. Donc ça veut dire que si je m'arrête à l'idée de construction, c'est qu'il y a là quand même, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter, je vais prendre la peine d'ailleurs de donner quelques petites définitions. Il y a deux grands types de constructivisme. Je vais faire un peu le prof pour une fois de plus. C'est que le constructivisme cognitif, Jean Piaget, que j'ai eu le plaisir de connaître en Suisse forcément, elle a fait sa carrière, mais quand même, quand on va le mettre de près nous dire, on ne construit pas sans base, on ne construit pas à partir de rien. Alors les enseignants qui croient qu'on peut construire sans base, sans recours à l'expérience, en parlant, en croyant citer Piaget, ils se trompent lourdement. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai même ça dans mes petites notes de cours que j'ai gardées très pieusement, vous comprenez bien. Je pensais que je savais m'en servir un jour aussi souvent. On ne sait jamais ce qui nous attend. Il y a le constructivisme aussi social. Vygotsky, qui n'a pas entendu parler de Vygotsky ici. Peu de gens savent aussi, alors je donne les dates, Piaget est né en 1896, même année que Vygotsky. Piaget est mort en 80, c'est assez récent dans l'histoire. Vygotsky est mort en 1934. Alors, il y a un peu la différence entre... Et on compare très souvent ces deux types de cognitivisme en oubliant ces choses qui paraissent des détails. Piaget a eu le temps quand même de reprendre le débat avec Vygotsky, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut comparer comme ça blanc et noir. Ce n'est pas ça du tout. Ce qui est intéressant pour l'enseignant, si j'y reviens, c'est qu'il peut puiser dans ces deux types de cognitivisme ce qui convient à la situation dans laquelle il se trouve. Si, par exemple, il veut travailler avec un élève en particulier, un behaviorisme cognitif, travailler stratégie de connaissance de cet homme. J'ai une étudiante qui fait une thèse magnifique là-dessus. Elle a pris justement le dialogue piagétien avec des adolescents et de voir un petit peu ce qui se passe chez un élève qui est en situation d'apprentissage, de mathématiques en l'occurrence. Elle a suivi les étapes et tout. Elle a fait un travail magnifique là-dessus, donc c'est très actuel. Si par contre, un enseignant veut travailler la notion de groupe, travail d'équipe et tout, certaines indications de Vygotsky sont très intéressantes. Vous voyez quand même que ce n'est pas, encore une fois, un rejet total et une opposition totale. En revanche, il y a un troisième type de constructivisme qui est très à la mode en Amérique, peut-être moins ici, le constructivisme radical. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lasserfeld, Ernest Lasserfeld, qui lui dit ceci textuellement, j'ai inventé, c'est que le vrai monde, le monde tel qu'on le voit, n'existe pas. C'est à l'élève de construire le monde qui l'entoure. Alors, c'est donc nier totalement, je regarde ce mur-là, pour moi, il n'existe pas, il faut que je le construise. C'est vraiment poussé à l'extrême. Il y a tellement de critiques faites là-dessus. Vous voyez, quand on parle de construction de connaissances, on n'est pas devant rien, là. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais c'est vraiment de se dire qu'est-ce que ça signifie exactement construire. Et puis, bien sûr, il y a une chose qui est toujours nette autour de ce courant-là, c'est que c'est le soutien à l'élève. Le professeur, dans un contexte pareil, ne transmet plus des connaissances, comment dirais-je, fractales. Il va s'arranger, bien sûr, pour amener l'élève à parcourir à son tour tout le processus de connaissance.
dans certains cas, c'est très difficile. Pour un élève en difficulté notamment, ce n'est pas toujours évident de reprendre tout le processus de connaissance. Et c'est pour ça que cette approche-là ne va pas s'appliquer à tous les cas de figure. Il y a des gens parmi vous, justement, qui ont enseigné, qui enseignent encore et qui enseigneront. Ce n'est pas toujours simple. Est-ce qu'il y a une approche qui s'applique à un seul type d'élève? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout qu'il puisse y avoir, se dire je suis constructiviste, le reste ne m'intéresse pas. Ça me paraît un peu étroit. Mais enfin, on aura la chance d'en débattre. Et puis, bien sûr, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que, justement, ce que Piaget disait, il faut que l'élève mette à profit son expérience. Au fur et à mesure qu'il avance dans ses études et tout, il prend note de ces expériences-là, il les introjecte, il les comprend, il les interpelle, en dialogue avec l'enseignant. Et là, ici, une petite chose intéressante à voir. Ces deux approches dont je viens de vous parler interpellent le rôle de l'enseignant, le rôle de l'élève, et puis bien sûr, la discipline en question ou la matière. C'est le fameux triangle dont on sait parler beaucoup, bien sûr, et ça revient bien pour comprendre ça. Le petit ouvrage que j'ai rédigé, justement, se sert comme point d'ancrage de ce triangle-là pour mieux comprendre la dimension appliquée de ces courants-là. Parce que nous sommes là en psychologie, avec Piaget, entre autres, et Vygotsky et autres, qui disait, Piaget, c'est cette phrase que j'ai notée d'ailleurs, que je retrouve dans ses livres, « Je ne suis pas pédagogue. Je suis psychologue. Et si des pédagogues peuvent utiliser ce que je fais, bravo. Mais je ne les oblige pas à le faire. » Vous voyez, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il ne se prenait pas pour un pédagogue, ce qu'il n'était pas. D'après lui, mais je crois qu'il peut-être qu'il exagérait un peu, mais tout de même. Alors, on est vraiment devant un cas très intéressant, et nous arrivons forcément, de but en blanc, à l'impact de tout ça sur la... Qu'est-ce qu'il faut faire? Transmettre, c'est au cœur un peu de ma préoccupation, je voudrais qu'on puisse débattre un peu tout à l'heure, construction versus transmission. Alors, si on s'arrêtait au point qui est à l'écran, c'est un problème mondial. J'ai fait le tour, dans le petit ouvrage que je viens de parler, sur la guerre des écoles, de ce qui se passe en France. Bon, au passage, j'ai la double nationalité, donc ça me permet quand même de connaître bien ce qui se passe en France. Et puis, oui, autrement, on me demanderait d'où vient cet animal des Amériques qui parle de la France, quand même. L'autre point, ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est pas la moindre chose à regarder, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup, comment dirais-je, de cette école actuelle qui va emprunter des éléments à cette dimension constructiviste. Et en même temps, puisqu'on y est, c'est un peu de temps, je dois syncoper des choses, il n'y a pas que ces deux courants-là. Il y a aussi le courant de l'approche par compétence, qui, elle, vient un peu comme, comment dirais-je, mettre un autre élément en plus. Vous savez que l'approche par compétence, c'est un de mes, on y a fait allusion un peu tout à l'heure, c'est un de mes chevaux de bataille, de creuser le sujet. Et d'ailleurs, ça vous intéresse sur le net, vous trouverez à peu près tous les articles que nous avons écrits là-dessus. Il y en a une qui est réelle au passage, je ne suis pas seul, toute une équipe. C'est qu'encore une fois, là aussi, on va exagérer beaucoup dans le fait qu'on doit tout préparer, comment dirais-je, les notions à prendre en petites séquences, en saucissonnage, si vous préférez. Là aussi, il y a des limites à voir. Enfin, ça serait une autre conférence, je m'invite déjà, vous voyez, parce que vraiment, ça nous conduirait très loin. Et puis, donc... c'est très intéressant de voir que l'école actuelle, encore une fois, puisqu'on y est, dans cette construction des connaissances, va aller un peu plus loin. Les réformes scolaires, ça c'est le point 3.2. Vous remarquerez comme moi, sans doute avez-vous remarqué d'ailleurs, qu'au moment des réformes, les démons anciens remontent. Opposition, école traditionnelle, etc. Mais surtout au moment des réformes scolaires, ou des réformes, si vous préférez, des systèmes scolaires. Ce n'est pas pour rien. C'est que derrière tout ça, pour faire passer une réforme, il faut avoir des bases. Donc on va aller voir ce qui se passe. On va aller chercher dans l'histoire de l'éducation certains éléments. Et on reprend encore le débat école traditionnelle, école nouvelle et tout. Je pense par exemple à mon collègue Perrenou de Suisse, etc., qui a consacré des travaux très importants là-dessus, en insistant beaucoup là-dessus, à savoir que il faut revenir à une école totalement transformée, etc., qu'il fallait oublier même, jusqu'à un certain point, le rôle du prof, qui devient un accompagnateur plutôt, et non plus un enseignant. Il accompagne, il regarde comme ça une fleur qui se développait. C'est un peu féerique quelque part, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. L'enseignant a quand même un rôle à jouer, quel qu'il soit. Au passage, je raconte ma vie un peu, je me permets ça. J'ai eu la chance de rencontrer, mais alors j'étais très jeune, je vous dis tout de suite, nul autre que le père d'école moderne, Freinet, bien sûr, une journée durant. J'ai été frappé de voir que Freinet, avec les petits élèves qu'il y avait dans sa classe, une dizaine, enseignait.
répondaient à leurs questions en une présence que je n'oublierai jamais. Et moi, comme plusieurs d'entre vous peut-être, je note à beaucoup de choses. Et j'ai pris des notes là-dessus. Parce qu'on a 18-20 ans, on est quand même attentif à ce que les adultes font. Pour moi, ça me paraissait un vieillard, il y avait la soixantaine, figurez-vous déjà. Mais quand même, j'ai retenu ces choses de voir encore le petit journal des élèves et tout. Tout était là déjà. Alors quand on parle d'école moderne, tout ça est là. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a toute une histoire derrière. On apprend comme ça, on retient aussi. Donc, une pédagogie, si l'on veut, qui est vraiment une toile de fond aussi de réformes. Les réformes sont là. Et elles nous indiquent des choses. Et que d'excès dans les réformes. Je n'insisterai pas là-dessus, on n'en finirait plus. Il faudrait réformer parfois les réformes elles-mêmes. Excusez-moi, je n'accepte pas toutes les choses facilement, comme ça je suis un peu critique, vous en rendez compte déjà. Hein. Donc, je pense qu'il faut faire un choix éclairé. Dans une réforme, puis il y a plusieurs administrateurs ici qui sont au fait de ça, il y a des réformes qui viennent du sommet vers la base, elles ont peu de chances de réussir, d'autres aussi qui tentent du moins de partir de la base vers le sommet, mais c'est une minorité selon moi. Il y a encore beaucoup à travailler là-dessus. Que disent les enseignants des méthodes, des techniques auxquelles ils ont accès? Doit-on en tenir compte? Autant de questions, je crois, éminemment importantes. Hein. Le temps file, hélas. Alors, donc, peut-être que là, on touche un point fondamental, aussi dans les réformes, la formation des enseignants. Peut-on imposer un type de réforme à des enseignants qui ne sont pas prêts à l'appliquer? Je pense que vous me suivez, je vois des gens dans la salle qui ont l'air de cliquer, comme disent nos étudiants. Parce que ça, précisément, cette imposition, le Québec est un très bel exemple. Et comme j'ai beaucoup critiqué là-dessus, je me permets de le faire dans un livre qui s'appelle « L'obsession des compétences », comme par hasard. Et on a voulu faire une réforme uniquement axée ou presque sur l'approche par compétences. On oubliait que l'enseignant doit aussi transmettre certaines notions. Et on a fait un mix avec le constructivisme. Alors, deux postures très opposées sur un certain point. Mais en faisant un mélange, une soupe vraiment à la grimace, pour ainsi dire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, alors que je vous parle, avant de quitter le Canada, le Québec, je disais dans les journaux qu'on reprend cette réforme-là en voulant la corriger. Mais après 15 ans d'errance, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est pas si innocent que ça en a l'air que d'imposer des façons de procéder à certaines personnes. Il a fallu attendre, comme chercheur, je vous dis tout de suite, 15 ans, 14-15 ans même, avant de faire des évaluations précises des effets de cette réforme. Au passage, notre tâche de chercheur, je crois, c'est pas d'entrer dans le débat peut-être de façon fractale, ou enfin en faisant sauter des verrous, mais d'être présent à tout ce qui se passe. La recherche n'a aucun sens. Selon moi, on est là pour se parler entre nous, on s'entend bien. C'est que la recherche n'a aucun sens s'il ne permet pas d'interpeller le tissu social et d'interpeller vraiment ce qui se passe dans les classes, de ce que les enseignants vivent, et quelle est la formation qui leur est donnée, etc., etc. On pourrait construire pendant des heures. Donc, en somme, c'est de remettre en cause peut-être certaines façons de faire, en étant assez conscient de savoir que ces façons de faire, elles sont, comment dirais-je, des positifs et négatifs. Il faut voir les deux aspects. Je suis tout à fait contre ceux qui portent des lunettes roses, qui croient que tout baigne dans l'huile. C'est un peu, on se libère trop facilement, sans en faire pour autant une maladie quelque part. Donc, si je continue, les risques d'une pensée unique, justement, 3.3 à l'écran, parce qu'on se suit comme ça. Le risque de pensée unique, c'est d'adhérer, comme je viens de vous dire, dans certains systèmes, à une seule façon de faire. Et je vous dirais, c'est très amusant, parce que moi, je parle beaucoup de mes étudiants qui commencent leur carrière en formation et tout, qui me disent, mais c'est drôle, on ne nous parle que d'approche par compétence, peu du reste. On oublie de nous dire, par exemple, que si je suis devant une classe de 30 à 40 élèves, je ne peux pas toujours faire ce constructivisme radical et disparaître dans le décor. C'est très difficile. Je dois quand même transmettre des... Parce que quelque part, ils seront évalués et je suis évalué moi-même. Vous voyez? L'enseignant est coincé entre diverses façons de faire et ce n'est pas toujours facile pour ceux qui commencent une carrière. Parce qu'ils sont évalués dans le moindre détail, avec des petits crochets, possèdent telle compétence, etc. Nous avons une approche très marchande, très souvent de l'éducation. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, la pensée unique, oui, donc justement, l'exemple est là. L'approche est la plus belle exemple, mais on n'est pas là pour parler de compétences, comme je vous dis, il n'y a pas que ça au trajet. Donc, il y a des grandes tendances. Et le temps passe très vite. Voilà. Alors, l'école actuelle, à l'heure du choix, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce type-là, c'est que précisément, il faut prendre en compte, vous imaginez l'exigence dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
comme c'est exigeant pour le chercheur, pour l'enseignant, de se tenir à l'heure. Les idées circulent. Jamais on a eu autant de communication par les médias et tout. Les journalistes s'y mettent. Tout le monde a son idée sur l'éducation et tout le reste. Alors, comment trouver une posture qui soit, comment dirais-je, possible de tenir pendant un certain temps, à laquelle on ne va pas non plus, on ne peut pas lutter aussi facilement que ça en a l'air. Alors, je crois qu'à un moment donné, c'est de reconnaître peut-être cette complexité-là. Je pense à Edgar Morin, combien de fois, il n'est pas le seul d'ailleurs à insister là-dessus, que l'éducation est une démarche très complexe, très exigeante. C'est pas le seul qu'on nous le répète, on le sait. Mais quand même, que faire face à tout ça? Donc, il y a donc des choix, mais ces choix-là doivent être des choix éclairés. Ça veut donc dire aussi se concerter. Et je suis sidéré de voir, je ne sais pas si c'est votre cas ici au Portugal, en France et au Québec, je sais que c'est un peu le cas aussi, c'est pas facile pour les enseignants de se retrouver autour de ces problèmes et d'en parler entre eux. Très souvent, c'est quelqu'un qui arrive, plein de bonne volonté, qui vient transmettre la bonne vérité et tout. La vérité, quelque part, mais notre vérité à nous, elle n'est pas déjà entendue. Et ça, je crois, c'est fondamental. C'est une chose qui me frappe de plein fouet. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps et d'espace. Je pense que c'est aussi votre cas. Donc, je crois aussi que je reviens sur la formation des enseignants pour cette question-là. Il y a un grand débat. Faut-il former des techniciens de l'enseignement, des experts dans l'art de la communication, etc., ou des enseignants sachants, ayant des connaissances de base? Dans plusieurs systèmes scolaires, c'est le grand débat. Est-ce qu'on va montrer vraiment comment utiliser les techniques comportementales, même tous les types de techniques, etc., à des gens qui ne connaissent pas les bases de leur langue, pas les bases des mathématiques, etc. Peut-on enseigner si on ne connaît pas? On me répondait parfois dans certaines conférences, non, c'est pas trop grave, parce qu'on apprend avec l'élève. Je ne suis pas trop sûr que si on est tout à fait ignare, on puisse conduire quelqu'un à la connaissance. Enfin, c'est une opinion personnelle. J'espère que vous la partagez un peu. Certainement, sinon je serais très inquiet si personne ne pouvait m'appuyer un peu là-dessus. Je crois qu'au départ, il y a la culture aussi. Un enseignant, c'est un être de culture. Il va s'ouvrir au monde. Et je reviens à plein d'auteurs, je ne pense pas à Hannah Arendt, elle n'est pas seule, hein, il y a plein de gens, on la cite souvent, mais plein d'auteurs qui pensent un peu comme elle, et la réalité venant du milieu, c'est que si l'enseignant n'a pas cette curiosité-là, si je mettais, pour première question, si on me demandait, que demandez-vous à un futur enseignant? C'est la curiosité intellectuelle, c'est l'intérêt, la passion. Vous me direz, c'est très archaïque. La vocation, entre guillemets, ça fait très catho, entre guillemets, mais il reste néanmoins qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Sans la passion, l'éducation, c'est pas la peine de citer. C'est un critère de base. C'est pas seulement que je suis un très bon technicien, que je peux vraiment organiser des trucs techniques et tous les fils à gauche et à droite. Ce n'est pas ça. Je pense que, mais ça, c'est une question de débat, bien sûr. Ce sont des grandes tendances, on est bien sûr. Je reviens, pour terminer, parce qu'il reste une dizaine de minutes, j'aimerais rester là-dessus, on a peu de temps. Je reviens volontairement aux grandes tendances en éducation. Et je crois que le futur enseignant, que le futur chercheur devrait être très au courant de ces tendances-là. Et vous les voyez à l'écran dévalé, vous les connaissez déjà, mais on les oublie parfois. On est tellement pris dans l'immédiateté d'un projet de recherche, excusez-moi, à conduire, tambour battant très souvent, parce que quand on fait de la recherche, vous le savez tous comme moi, il y a des immédiatetés. Si on était au bon moment, faire nos collègues de données, on est perdu, etc. On s'entend bien. Alors, on s'entend bien. Alors, non, ce sont les vagues. Il y a des malentendus, des fondements théoriques paradoxaux. Des malentendus, il y en a. Je pense au débat, par exemple, entre Mérieux, Darcos et combien d'autres, à la fin, qui se disent, après tout, on dit peut-être un peu la même chose, mais on n'a pas l'air de s'entendre. D'où l'importance des débats. Moi, je suis contre le fait de dire, non, parlons plus de débats, c'est le contraire. Parlons-en. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'action de se parler, de ne pas craindre de heurter s'il le faut. C'est pas facile, on se fait des ennemis ou des ennemis, mais enfin, le jeu en vaut la chandelle, je crois. L'école traditionnelle, on a assez parlé. Je pense qu'on l'a bien compris, puis c'est celle que plusieurs d'entre vous et moi, entre autres, et nous autres, nous tous d'ailleurs, nous l'avons vécu. Est-ce qu'on est vraiment pour autant tout à fait handicapé? Il faudrait voir. Sur certains points, sans doute, sur d'autres, on est assez content. Moi, je suis assez content d'avoir une formation, entre guillemets, assez classique pour pouvoir me retrouver chez les grands auteurs, etc. Je suis passionné
par la littérature, etc., grâce à ce que j'ai reçu aussi comme transmission, on s'entend. Un élève peut-il accéder à tout ce qui existe? Aucune personne ne peut, bien sûr, mais si on n'ouvre pas, l'enseignant est là aussi un modèle. Ben, je sais comment, là quand même, quand on est enfant, on a besoin de références. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais cette école d'aujourd'hui, pas traditionnelle dans le mauvais sens du terme, mais évoluée, elle a peut-être des éléments dont il faut retenir l'importance. Comme bien savoir aussi devant un groupe comment se comporter. Nos étudiants vont parler pendant des années devant des groupes d'élèves. Ils n'auront pas 3 ou 4 élèves devant eux. 40, 50, ce sont des classes énormes. Il faut tenir compte de ce fait. On s'entend bien. Pardon. L'école nouvelle nous apporte beaucoup. Je suis tout à fait opposé à ceux qui rejettent tout revers la main, d'une façon radicale, que cette école, au contraire. Je pense qu'elle a traversé l'école traditionnelle pour apporter des transformations, des choses passionnantes, à une condition cependant qu'on ne prenne pas tout au pied de la lettre, dans un cas comme dans l'autre, mais qu'on mette ça à l'aune, comment dirais-je, d'une critique quelque part. Ça manque. Un regard critique. Par rapport, si ça ne marche pas dans le concret, va-t-on continuer à insister? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Une nouvelle tendance aussi, je l'ai parlé tout à l'heure, ce qui me préoccupe, c'est la marchandisation de l'école, le côté marchand. De plus en plus, les élèves sont des clients. Et je dois vous avouer qu'à l'université, en Amérique du moins, et j'ai vu ça un peu, peut-être moins ailleurs, mais en Amérique, c'est très... l'étudiant est un client. On doit lui promettre qu'il va réussir, quoi qu'il fasse. C'est un jugement qui a l'air de valeur, mais ça vaut la peine de s'y arrêter. Donc, il faut travailler là-dessus, hein, de se dire vraiment, est-ce qu'un élève est un client ou un participant à sa propre éducation, à sa propre formation? Est-ce qu'il vient chercher quelque chose ou s'il vient aussi en donner quelque part? Et là, on revient à la relation maître-élève. Voyez-vous, on ne le quitte pas, cette dimension. La relation maître-élève, elle est à la fois, comment dirais-je, cognitive, affective et sociale. On sait tout ça, on a vu ça dans nos cours, etc. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours facile d'avoir cet équilibre entre l'affectif, le cognitif et le social. Qui sommes-nous pour nos élèves? Moi, je vois passer le temps. J'ai des étudiants, plusieurs ici, qui sont un peu dans la tranche d'âge, de se dire, j'ai des étudiants, j'ai eu à 15, 20 ans, qui me reviennent, qui me disent, vous savez, vous aviez dit cette phrase. Ah bon? Moi? Il y a 15 ans? Vraiment? Ils s'en souviennent. Donc, on marque quelqu'un, qu'on le veuille ou non. Je ne crois pas à l'asepsie en éducation. Ça, je crois que c'est un peu trop facile. Nous continuons rapidement. Justement, ce point 5.2 au bas de l'écran, je l'ai mis là justement volontairement pour ça, parce qu'il faut être très attentif au fait comment l'école se situe-t-elle face au marché qui nous entoure. Quelle est la tâche? Quelle est la tâche aussi, bien sûr, des chercheurs? Je vais terminer là-dessus, justement, sur la part du chercheur. J'ai pris la peine, d'ailleurs, d'écrire quelques petites notions là-dessus, et on va y aller. Ça va pour le temps? Nous sommes dans le temps. Merci. Voilà. Alors, la part des chercheurs face à ce dilemme, j'ai laissé ouvert comme ça, parce que c'est à chacun d'entre vous de vous demander ce que vous avez à faire. Je n'ai pas d'injonction et de suggestion à faire autre que de dire, je crois que la part du chercheur, c'est peut-être de remettre, c'est une proposition comme ça, de remettre en cause certains de ces courants-là. De voir un peu si je m'inscris absolument dans un de ces courants-là, de façon radicale. Petit exemple, un collègue dont je tairai le nom me disait, il y a quelque temps, moi, des notions de constructivisme, etc., de psychologie, surtout de recherche qualitative. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans le déterminisme, dans le quantitatif pur. Je veux rester. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'épistémologie, je suis dans le quantitatif. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu fermé comme position, hein, si on peut dire. Alors, moi, ça veut dire quelque part, si on opte pour un seul courant et on s'y accroche de façon désespérée, je crois qu'on perd beaucoup. Mais ça, donc le chercheur doit être, je disais un peu tout à l'heure, très affûté, très au courant de ce qui se passe, parce qu'un jour ou l'autre, il devra apprendre des notions sur le terrain et de revenir vers le terrain pour interpréter ces notions-là. S'il ne sait pas, puis il a puisé ces notions, de façon qualitative, quantitative, mixte, peu importe, comment va-t-il interpréter ces données? Vous me donnez une réponse, vous en avez une. Parce que je pense que c'est fondamental qu'il sache d'où il part, où il a tenté d'aller et où il en est. Ça me paraît tellement évident. Mais on est porté. Je crois qu'il y a certains chercheurs, il n'y en a pas dans ces salles, j'en suis sûr, qui souffrent d'asepsie totale. Ils ne pensent, par exemple, qu'à se priver de la moindre interprétation. Ils en sont malades, ils ont des crises presque, je ne sais pas, d'urticaire, à l'idée d'être subjectifs. Mais je regrette.
Piaget, je cite encore, disait « En recherche, on est subjectif dans le choix de ces données, on est subjectif dans la façon dont on les prend en compte, et puis on est subjectif dans la façon dont on les interprète. » Pas si mal quand même, pour un scientifique très rigoureux. C'est-à-dire nier le subjectivisme, entre guillemets, bien on s'entend, c'est perdre aussi beaucoup d'éléments. Parce que ça ne nous aide pas à prendre la distance nécessaire. Ce qui est de moi, ce qui est d'ailleurs. Je ne sais pas si vous me suivez, ça pour moi c'est fondamental. Donc la formation des chercheurs, oh là là, un chapitre entier, je n'aurais pas le temps d'aborder un chapitre entier qui n'est pas encore écrit, mais quand même quelques lueurs, c'est que la formation des chercheurs devrait aller dans ce sens-là. Comment forme-t-on nos futurs chercheurs à l'université? J'ai beaucoup de collègues universitaires ici. Que leur apporte-t-on? Que sommes-nous prêts à leur apporter? Et je crois d'ailleurs, apporter quelque chose à quelqu'un, c'est une partie de soi aussi. C'est de mettre son expérience en interrogation. Et ça, c'est déterminant, me semble-t-il. Alors, justement, c'est pas la recherche, mais la recherche, bien sûr, je fais toujours très vite. En sciences d'éducation, on peut faire l'économie d'une étude attentive des fondements théoriques. Je vais commencer comme ça, mon petit exposé, et je termine un peu de la même façon. C'est que toutes ces données-là, il faudra un bagage, entre guillemets, théorique, essentiel, si on veut interpréter les choses de façon significative. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Donc, une culture de la recherche, une culture de l'éducation, une culture philosophique de base, etc. Quelqu'un qui ne saura même pas ce que c'est que la phénoménologie en qualitatif, on serait un peu inquiet, vous voyez, et ainsi de suite. On pourrait aller plus loin. Alors, le chercheur, dans le domaine des sciences d'éducation, a tenté le plus possible de situer son action au-delà de la simple confrontation. Je pense que ça résume un peu ce que je viens de vous dire, et ça, on pourrait en débattre longuement. La confrontation est fort utile, le débat est fort utile. Encore une fois, faut-il trouver des pistes où on se rejoint quelque peu, parce qu'autrement, on est dans presque la destruction totale de l'action. Je pense que, vous me direz, ben, il est très paisible, ce monsieur-là, il veut vraiment la paix. Je pense que je veux la paix, entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent et pour les élèves qui sont là, et les enseignants dans les classes, qui sont déchirés entre des positions tellement opposées, tellement radical, parfois qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Il faudrait penser un petit peu, par exemple, nous qui avons l'occasion, comme chercheurs universitaires, etc., de braser des idées que sur le terrain, il se passe des choses très difficiles. Moi, je fais le tour de classe, par exemple, où la violence est présente. J'ai fait une recherche encore assez récemment sur la violence scolaire. On ne peut pas ignorer ces choses-là. On parle d'éducation familiale, par exemple. Les parents qui sont très souvent à la traîne, qui sont parfois très inquiets, pas toujours compris, etc. Ce sont des réalités. Je pense que là, on y est. Je pense que ça veut donc dire quelque part aussi de voir comment les fondements théoriques éclairent tout ça. Et puis, de situer, je le répète, au-delà de la simple confrontation, c'est-à-dire du prêt à penser. Là aussi, j'avais préparé, mais je n'aurais pas besoin d'en parler tellement avec vous, mais j'avais quand même noté, il y a une série, par exemple, d'idées reçues qui circulent dans l'air, qui sont des mythes pédagogiques. Et là-dessus, il faudrait s'arrêter également. Comme par exemple, faire croire que tous les élèves, quelle que soit leur capacité, peuvent réussir de la même façon. Cette idée-là, la réussite pour tous, au Québec, on disait, au début de la réforme, ensuite du plus grand nombre, vous voyez déjà. Alors, qu'entend-on par réussite aussi? Au passage, certains élèves n'ont pas les capacités de faire des études universitaires, mais ils ont d'autres capacités tellement importantes sur le plan professionnel. Combien de fois on oublie ça? Vous serez d'accord avec moi que ceux qui n'ont pas cette idée d'intelligence, un peu comme vous et moi, on se met des choses dans le cerveau, ça bouge, eux, ils sont très concrets. De leur main, le travail de la main, on l'a oublié ou presque. On s'enferme dans des toutes petites choses. Et ça, c'est autant de questions qu'il faudrait se poser. Et on pourrait continuer comme ça. On aurait pour des heures à s'y arrêter, bien sûr. Un autre lieu commun également, c'est de croire que les élèves, en travaillant ensemble, vont, comment dirais-je, progresser de telle sorte qu'ils n'auront plus à travailler par eux-mêmes. Je grossis à peine de trait. Cette notion de socio-constructivisme mal comprise. Vous savez, dans certaines écoles, je parle du Québec, c'est là que je travaille, on va dire aux enseignants, attention, avez-vous fait du groupe aujourd'hui? Ah non, non, mes étudiants travaillaient de façon... Ah. Vous savez que la réforme vous recommande de faire du socio-constructivisme. Petite anecdote pendant qu'on y est. Tout ce jargon que les parents ne comprennent plus. Un petit garçon, après ado d'ailleurs, 13 ans par là, il est arrivé chez ses parents il n'y a pas très longtemps, il dit à sa maman, « Maman, on a passé la journée à faire du socio-constructivisme. » Ah bon? La mère qui est docteur en sciences.
Socio-communisme. Ah, maman, tu ne sais pas ce que c'est que le socio-constructivisme. Pardon, mon chéri, alors dis-moi. Ben, c'est être ensemble, et puis il y en a un qui prend beaucoup de notes, puis nous on parle, évidemment, mais il y en a un qui travaille très fort. Hein. Et c'est qui ça? Ben, c'est moi. Je suis très fort en mathématiques, donc je prépare tout pour tout le monde, et puis on va être évalué par le groupe. Et qui le groupe? Ah ben c'est la classe. Ils vont tous m'évaluer, moi on est ensemble pour les évaluer. Voyez un peu? Je pense que Vygotsky sortirait de sa tombe. C'est un peu simpliste comme définition. La même histoire de croire que... Non, je pense qu'il faut jouer sur les méthodes, il faut être assouplir et tout. Je rêve d'un jour, j'espère voir ça, comme disait Mme Mattinguet, de mon vivant. Mme Mattinguet, très connue en France d'ailleurs, inspectrice générale, qui disait qu'on change d'orthographe mais que ce ne soit pas de mon vivant. Alors je prends son inspiration pour dire, j'aimerais que ce soit de mon vivant cette fois, qu'on puisse voir les choses autrement. Et cesser de croire qu'il y a une réponse unique à tous les problèmes. Je continue, s'il y a quelque chose, bien sûr. Conclusion. En arrivant à la conclusion, vous voyez, j'essaie d'être très fidèle au temps dont vous disposez. L'école actuelle est au tournant décisif. Nécessité de, voilà, ça se comprend, ce qu'on vient de dire. Trouver un terrain d'entente, quelque part. Vous savez, et là, c'est terrible. C'est la guerre des pouvoirs. Je vous donne un petit exemple encore une fois. Je parle du Québec, en l'occurrence. Cette réforme qui a été mise en place en 2000, nous sommes en 2017, qui a pétloté, qui est senti par tous les bouts. J'ai écrit des articles là-dessus, d'autres collègues également. C'est qu'un jour ou l'autre, on s'est dit, il faut quand même s'entendre pour éviter les, comment dirais-je, les prises de position radicales. Quand on se rend compte que ça ne va plus, il faudrait soumettre un peu notre position à d'autres. Donc, un terrain d'entente, c'est trouver des points d'ancrage à partir desquels on peut travailler en groupe, on peut avancer quelque part. Vous voyez, c'est quand même assez constructif. Le dilemme, transmission évidemment, doit à tout prix être visité à la lumière d'un esprit critique. Je suivrai de 3 traits. En enseignement, je crois avoir entendu quelque part Mialet dire, le jour où la critique sera disparue de partout, peut-être qu'elle ne sera pas présente non plus dans le monde de l'enseignement. Gaston Mialet, connaît bien, insistait beaucoup là-dessus, d'avoir un esprit critique, des mises à distance. Alors c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué également. Alors, fondé sur la réflexion, j'ai insisté sur les mots, réfléchir, apprendre à penser. Et on apprend à penser tous les jours, vous savez ça. Hein. Je pense qu'on n'apprend pas à penser une fois pour toutes. Non, ce serait un peu trop facile. L'observation. Essayer de voir et de déduire de ce qu'on voit des choses. Et puis, bien sûr, la recherche. La recherche, pour moi, c'est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans une petite boîte. C'est avoir l'esprit de recherche. Je cite, en l'occurrence, ici, Gilles Ferry, que j'ai connu également, de Nanterre, qui a insisté beaucoup là-dessus, Gilles, forcément. Et puis, enfin, les tendances radicales ont tendance, c'est le cas de dire, à bloquer le dialogue. Et combien de fois en lisant tous les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est dans l'absence de dialogue. Et je crois que c'est ça qui nous retarde aussi en éducation. Je pourrais continuer comme ça à débattre beaucoup de choses avec vous. Malheureusement, le temps nous cloue quelque part. Et je vous remercie de votre attention. Et puis, je termine là mon exposé. Merci beaucoup.